Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette émission politique. Ce soir, je reçois sur ce plateau José Toribio du Parti socialiste guadeloupéen. José Toribio, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10 et merci de m'avoir invité. Alors, José Toribio, rapidement, puisqu'il y a beaucoup de questions à vous poser. Aujourd'hui, comment se situe le Parti socialiste guadeloupéen? Comment vous situez-vous au niveau du Parti socialiste guadeloupéen? Eh bien, le Parti socialiste guadeloupéen se porte bien. Il se porte bien. Il était taxé, hier, avant-hier et d'antan, était taxé de se réunir, de faire ses congrès en cabine téléphonique. Nous ne sommes plus les seuls à faire des congrès en cabine téléphonique aujourd'hui. Je lance un clin d'œil amusé à un parti qui se dit socialiste. Je peux l'inviter à faire du coworking dans la même cabine. Le parti se porte bien parce que nous travaillons. Nous avons encore une fois des positions originales sur les questions sociétales, sur les questions sociales, économiques et politiques de notre pays. Et puis, parce que je le sens, il y a une équipe maintenant qui veut développer le Parti socialiste guadeloupéen pour qu'il puisse prendre place dans toute sa mesure dans le débat global sur l'avenir de notre pays. Oui, alors est-ce que vous en êtes encore à la tête? Qu'en est-il exactement? Je suis président d'honneur du Parti socialiste guadeloupéen et le secrétaire général, c'est celui qui tire les chaînes, si je peux m'exprimer ainsi, est l'excellentissime Mehdi Keïta, qui est un homme qui est ouvert aux idées, ouvert à écouter l'autre, ouvert aux critiques, et qui sait piloter le parti. Alors, je souhaiterais, bien entendu, qu'il y ait plus de dynamisme. Je suis trop exigeant en réalité, mais il mène le parti et il a pour ambition de développer l'influence du Parti socialiste guadeloupéen. Alors, on va dire que le Parti socialiste guadeloupéen et le Parti socialiste c'est le seul parti socialiste de la Guadeloupe. Ont une chose en commun, c'est-à-dire qu'à la tête, il y a 2 jeunes. Par rapport à vous parler de ceux qui se prétendent... Du Parti socialiste. Vous parlez du Parti socialiste français? Oui, en fait, du Parti socialiste oui, local. Il est français. Excusez-moi, il est français. S'il n'est pas guadeloupéen, il est français. Oui, le Parti socialiste... Il y a un jeune à la tête, chez vous, il y a un jeune à la tête. Donc, un peu de ménage en son sein. Il y a un jeune que je connais un peu, qui m'a l'air d'être quelqu'un également d'ouvert. Bon, reste à savoir s'il aura les coups des franches pour se faire. Est-ce qu'il aura les coups des franches pour entraîner le parti comme il l'entend lui-même? Ça est-ce reste que vous pourrez, dans cette situation, être des partis amis? Écoutez, on ne peut être amis que si on pense à peu près les mêmes choses. Pas dit totalement. Personne n'est la photocopie de personne. Personne n'est le clone de personne. Mais encore faudrait-il que le Parti socialiste français prenne et adopte des positions guadeloupéennes. Quand dans un pays, 70% de la population vous dit non à l'obligation du vaccin, non pas au vaccin, mais non à l'obligation du vaccin, et que ce même parti dépose des propositions de loi pour qu'il y ait une obligation renforcée à la vaccination, là, il y a déjà un fossé qui est très large et qui nous différencie. Parce que nous sommes sur la position de dire, effectivement, que seule la liberté de l'intéressé doit être la règle. Le principe de liberté chez nous est un sacro-saint principe qu'on ne doit pas toucher. Liberté d'aller, liberté de venir, liberté du commerce, liberté syndicale, liberté dans le droit du travail, liberté de conscience, liberté de la presse qui se fait matraquer aujourd'hui et briser son matériel. Jamais nous ne sommes arrivés dans une situation aussi grave, une situation qui porte atteinte aussi violemment aux libertés publiques. Je rappelle encore une fois, je ne suis pas là pour faire docte ni savant, je ne suis pas là pour faire le professeur émérite de droit, pas du tout. Mais je rappelle simplement, et c'est à la portée de tout un chacun, que la Constitution de 1958 s'ouvre par un préambule.
Et le préambule consacre définitivement les questions de liberté publique, c'est-à-dire la Déclaration des droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, et dans l'article 35 ou 39 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, il y a le principe du droit à l'insurrection de toute personne qui se sent dominée par un régime totalitaire. Et c'est tous ces principes-là qu'on est en train de bafouer. C'est-à-dire que ça a une valeur de supra-constitutionnalité. Revenons aux basiques, revenons aux libertés publiques, parce que la liberté publique aujourd'hui reste le seul rempart de l'humanité. Pourra-t-on revenir aux basiques, honnêtement? Absolument. Nous y sommes prêts. La conscience intérieure de chacun et de chacune commande qu'on revienne aux libertés publiques. Et commande qu'on puisse condamner, dans l'élection présidentielle qui arrive, condamner tous ceux qui sont porteurs de dictature de tendance totalitaire. Donc vous parlez du président sortant. Je parle de celui qui fait fonction de président et qui est sortant. Alors oui, mais lorsqu'on regarde justement les sondages, lorsqu'on regarde comment le président Emmanuel Macron grimpe dans les sondages et qu'il est mis au deuxième tour gagnant, est-ce que on s'oriente vers une éventuelle sanction? Deux choses. Peut-être que nous ne lisons pas les mêmes sondages, puisqu'il y a différents instituts de sondage qui disent le résultat de leurs enquêtes. Il y en a pas mal. Premièrement. Il est mis en tête sur tous les sondages. Oui, mais enfin, bon, je connais des gens qui partaient en tête et qui ne sont pas passés. L'expérience de 1993 d'Édouard Balladur était là. Et puis il a eu son conflit avec son ami vieux de 30 ans, son amitié vieille de 30 ans, donc avec Jacques Chirac. Il était en pole position de tous les sondages, Édouard Balladur. Il fut Premier ministre à ce moment-là. Qu'est-il devenu sinon que le dernier lampiste qu'on a pu sanctionner démocratiquement? Voilà. Rappelez-vous, en 1988, François Mitterrand, au mois de janvier, était au plus bas dans le sondage, 14, 15, maximum 15%. Au mois de mai, il passe plus brillamment qu'il ne fut élu en 1981. Voilà. Donc les sondages évoluent. Vous n'y croyez pas? Ben non. Vous savez, tant que l'urne n'est pas dépouillée et tant que le procès verbal des résultats des élections n'est pas signé, je ne crois pas aux sondages fondamentalement. Parce que tout peut varier, tout a une évolution, tout a des courbes, et on ne peut pas figer une réalité politique à un moment T, à un moment donné. La politique n'est pas une science exacte, hein. On ne peut pas faire une équation, ça n'existe pas. L'équation du bonheur n'existe pas, sinon tout le monde serait heureux. Vous avez parlé tout à l'heure de ce pass vaccinal qui est déjà en application de toute façon dans l'Hexagone et qui aussi ici va être adapté, mais adapté comment enfin bref, on y reviendra. Mais lorsqu'on regarde, la majorité des Français dans l'Hexagone sont pour ce pass vaccinal, pour cette obligation vaccinale. Alors est-ce que Emmanuel Macron, si on se base sur la Guadeloupe, la Martinique, est-ce que Emmanuel Macron pourra être réellement sanctionné par ceux qui sont contre, comme vous dites, cette obligation vaccinale? Je ne suis pas certain que la majorité de la population française est d'accord avec l'obligation vaccinale. Je ne suis pas convaincu du tout. Disons plutôt que la majorité de ceux qui répondent au sondage est favorable à la vaccination obligatoire. Pour le reste, c'est le flou le plus total. Bon, quand j'observe les mouvements d'humeur ou les manifestations ou la colère de ceux qui manifestent, on ne peut pas dire que la majorité est pour vraiment déterminer à ce qu'il y ait une obligation vaccinale, qu'il y ait un passe vaccinal. Quand on regarde que plus de 17 pays, dont des pays européens, ont arrêté d'appliquer l'obligation vaccinale, et donc que ça démontre que la France est en train de s'enfermer dans une impasse dont elle ne sortira pas. Pourquoi? Mais parce que nous sommes menés aujourd'hui par des gens qui sont à la fois dans et dépendants
du système libéral sauvage qui veut gouverner le monde. Voilà où l'on est. Et je profite à ce propos, une petite parenthèse. Quand je vois les positions de ceux qui dirigent la CCI ou la position de ceux qui dirigent le MEDEF, je suis quand même assez effaré de leur ralliement sans condition à une politique macronienne. Je rappelle que M. Macron est partant du libéralisme international poussé à son extrême. Et donc nos capitalistes locaux ne sont en définitive que des proies pour le grand capital international. Nos capitalistes locaux, hein, je l'ai bien dit, et qui n'ont comme issue, en réalité, que de jouer, de s'appuyer, et pour leur bien, également pour leur bien-être, s'appuyer avec les forces vives du pays Guadeloupe, pour construire ensemble la Guadeloupe. Le capitalisme local est menacé, parce qu'aujourd'hui, toute cette sphère mondialiste de l'argent va dominer. Vous savez, il n'y aura plus de grève bientôt. Les hommes seront remplacés par des machines. Une machine, ça n'a pas d'état d'âme. Pour dire qu'ils sont maltraités, ou pour dire que le salaire est insuffisant, on ne paye pas les machines. D'accord? Donc, la grève, puisque l'homme va être remplacé par la machine, la grève va disparaître. Donc, la solution est déjà trouvée par rapport à ces personnes qui sont de toute façon suspendues pour un temps ensuite pouvant être licenciées. On va y revenir. Est-ce qu'on peut se dire que le remplacement se fera de la sorte? J'ai décrit le futur, je n'ai pas décrit l'actualité. Oui, mais bon, est-ce qu'on ne peut pas lier les deux? Il y a des temps historiques qu'il faut pouvoir observer. Bon, vous savez, moi je pense que je connais beaucoup de gens qui vont regretter les bonnes vieilles grèves franchouillardes, où les ouvriers manifestaient pour avoir une augmentation de salaire ou des conditions de travail différentes, et où les capitalistes d'ailleurs jouaient le jeu. Et les accords Matignon en 1968, bon, où il y a des concessions des patrons, parce que les patrons, ils faisaient leurs bénéfices sur qui? Sur l'homme, sur la nature humaine. L'homme était exploité. Et donc, ils ne pouvaient pas détruire l'homme. Mais aujourd'hui, où ce sont les machines, c'est complètement différent. Et on ira, certains vont venir à regretter les grèves. Moi, je ne regrette pas les grèves de la Guadeloupe parce que je sais comment ça finit. En 1967, une simple grève pour le pouvoir d'achat des ouvriers du bâtiment a donné lieu à un massacre. Et donc, il faut faire attention, nous sommes dans des conditions complètement différentes, des conditions particulières. Une simple grève pour le salaire. À l'époque, ce n'était pas le SMIC, c'est le SMIG, le salaire minimum interprofessionnel garanti. Pour ça, on a eu des centaines de morts. Est-ce que nous sommes actuellement dans les mêmes conditions? Nous sommes exactement dans les mêmes conditions historiques, voire pire, les conditions historiques que le mouvement de 1967. Et pire pourquoi? Pire parce que j'observe que tout un chacun, tout le monde était intégré dans ce dispositif de mai 1967. Tout le monde était acteur d'une manière ou d'une autre. Mais aujourd'hui, il y a un dispositif qui existe, mais où beaucoup de gens ne sont pas participants au dispositif et sont à la marge de la société, et ça, ils ne sont pas contrôlés. Ils ne sont pas contrôlés. Et donc, c'est là où l'explosion risque d'être très violente. Après les violences d'État, logique, la contre-violence. Et là, l'État va donner des forces de répression pour établir l'ordre public. Et quand je dis l'ordre public, pour établir son ordre public, c'est-à-dire la manière dont ils veulent que les choses se passent. L'ordre public n'a jamais été que l'ordre des dominants. Ceux qui dominent font la loi. C'est toujours ça dans tous les systèmes politiques. Et donc, ce ne sera pas l'avantage de la Guadeloupe, parce qu'en face, il y a une capacité de vouloir dialoguer avec nous sur les choses. Comme nous faisons montre aujourd'hui de l'incapacité pour les politiciens de discuter avec les forces vives sociales et syndicales
du pays. Il faut ouvrir le dialogue. Il faut qu'on se parle. Mais est-ce que ce n'est pas ce que l'État a fait en disant, premièrement, il faut discuter avec tous ceux qui ne veulent pas se faire vacciner pour leur expliquer les choses, pour essayer de convaincre. L'État aujourd'hui a dit, écoutez, sur ce pass vaccinal, les élus pourront donner leur avis et puis on verra comment faire, les forces vives, etc. Donc, il y aura droit au chapitre. Est-ce que ce n'est pas faire preuve de souplesse vis-à-vis de la Guadeloupe? Écoutez, chacun a sa lecture de cette situation. C'est une question, José Toribio. Chacun a une lecture de cette situation. Moi, je ne pense pas qu'il y a lieu à dire qu'il s'agit d'une position de souplesse. Je pense qu'il y a lieu de dire qu'il s'agit d'une situation d'hypocrisie. Voilà. Et qui est très largement suivie par les élus guadeloupéens et de ce fait qu'ils se posent eux-mêmes dans une situation, dans une position d'être méprisés par la population. Voilà. Et ce sont des positions méprisables que d'aller à tout bout de champ supporter la politique de M. Macron vis-à-vis des réalités politiques, des réalités sociales, des réalités culturelles de notre pays. Est-ce qu'on peut se défaire de la politique d'Emmanuel Macron? Mais bien sûr, c'est simple comme bonjour. Que les élus sortent de leur tour d'ivoire, qu'ils sortent de cette position égocentrique qu'ils ont aujourd'hui, de ne s'intéresser qu'à leur pouvoir et uniquement à leur pouvoir. C'est pour comprendre la politique en Guadeloupe, il faut lire Freud. C'est très très simple. Cette envie d'être surreprésenté socialement, parce qu'être élu, c'est être surreprésenté socialement pour eux. Mais qu'ils se mettent dans la peau de celui qui doit être le serviteur du service public, justement. Qu'ils se mettent dans la peau de celui qui tire son pouvoir du peuple, de l'électeur. Qu'ils se mettent dans la peau de celui qui doit servir et répondre aux attentes économiques et sociales de l'ensemble des travailleurs de la Guadeloupe, et particulièrement de la jeunesse. Qu'ils se mettent dans la peau de ceux qui doivent réfléchir à un plan global pour la Guadeloupe. Pas le plan méprisable de 5 ans, ça ne sert à rien. 5 ans, c'est demain matin. Un plan à 30 ans, 50 ans, qui nous donne la direction du pays, qui donne une vision. Il faut pour notre pays avoir une vision globale. Nous avons un pays idéal. Mais ce pays idéal-là, il ne le sera plus si on n'a pas une vision globale. Si on ne réfléchit pas dans la place internationale de la Guadeloupe, dans le bassin caribéen, dans ce que la Guadeloupe peut porter au monde. La Guadeloupe peut porter au monde par sa musique, par ses arts, par tout. Par toute chose. Les élus ont quand même dit au gouvernement, lors de la visite du ministre des Outre-mer, oui, mais nous voulons être respectés, donc ils ne sont pas allés à cette rencontre. Mais écoutez, nous voulons être respectés. C'est un peu tardif de dire par une lettre récemment, nous voulons être respectés, nous voulons des assouplissements. Il ne fallait pas aller en juillet accompagner le ministre au CHU de Pointe-à-Pitre, parce que déjà les décisions étaient prises. Il ne fallait pas l'accompagner. Il ne fallait pas le recevoir quand le ministre de l'Outre-mer est arrivé ici, et d'une manière antidémocratique, d'une manière qui ne respecte pas le protocole républicain. Comment voulez-vous qu'un ministre de l'Outre-mer se permette d'arriver en Guadeloupe, ne rencontre pas, le jour de son arrivée, le président du Conseil général pour le saluer, le président du Conseil régional pour le saluer, quitte à avoir une séance de travail le lendemain, mais se permettre directement de sortir de l'avion, d'aller au camp militaire? C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? En d'autres temps, au temps où il y avait des hommes politiques et des femmes politiques en Guadeloupe, jamais le ministre ne serait resté au pouvoir 10 jours supplémentaires. Il aurait sauté. Si réellement on veut que les choses changent, si on veut que le gouvernement plie, que les élus sortent de leur tour d'ivoire, qu'ils descendent dans la rue avec leur peuple. Parce qu'un peuple a fondamentalement raison. Quand il s'exprime de manière générale, il a fondamentalement raison. Donc actuellement, les élus auraient dû être dans la rue? Mais depuis longtemps. C'est là leur place, avec ceux qui leur ont donné le pouvoir. Ce n'est qu'une mini-révolution que de dire ça. Parce que la vraie révolution, c'est pour plus tard. C'est d'analyser tout ce qui fait schisme, tout ce qui fait hiatus chez nous. C'est ça qui est intéressant. C'est d'imaginer la prospective. Notre pays, qu'est-ce qu'il doit devenir? Quelle est sa place? Qu'est-ce qu'on va faire pour l'agriculture? Est-ce qu'on va continuer à planter de la canne? Il faut poser la problématique profonde, en sachant que Cuba appartient au pays ACP et donc produit
une canne qui est largement concurrentielle de celle de la Guadeloupe. Et par voie de conséquence, le sucre. Est-ce qu'on va être concurrentiel puisque le traité a été passé entre les pays d'Amérique du Nord et le marché européen, donc avec nous? Le traité a été approuvé par l'Assemblée nationale et par le Sénat, où les produits agricoles nord-américains vont rentrer sans barrière douanière sur l'espace européen, donc chez nous. Est-ce qu'on a réfléchi que les pays nord-américains, pour la Floride, pour le Texas, pour la Louisiane et pour le sud de l'Arizona, je crois, que ces pays-là sont à peu près de la même latitude que la Guadeloupe, donc produisent de la canne, produisent de l'ananas, produisent du melon, produisent de la banane, produisent les mêmes choses que nous. Mais quand nous avons fait 30 hectares, nous avons fait 300 km², coût de production inférieur et coût social inférieur, parce que les travailleurs s'assurent eux-mêmes. Et ça fait longtemps qu'on parle de diversification ici en Guadeloupe. Ça ne marche pas. Est-ce qu'il y a une volonté? Mais parce qu'il n'y a pas de volonté politique. Il n'y a pas de volonté politique de le faire. Il n'y a pas de volonté politique de transformer le pays. Il n'y a que des silences de renégats. Il n'y a que des absences d'action défaillante. Voilà ce qu'il y a dans notre pays aujourd'hui. Il ne va pas à volo parce que c'est son destin. Il va à volo parce que nous ne travaillons pas. Parce que nous vouons aux gémonies les vraies personnes qui sont dans le pays et qui travaillent, qui réfléchissent. Vous avez reçu, c'était extraordinaire, vous avez reçu, et j'ai suivi cette émission, Monsieur Alain Nagam, je crois, oui, qui a parlé de métiers qui peuvent se développer dans la biodiversité. Ben, mettons un plan de formation, pas les formations que nous vivons aujourd'hui, qui sont absolument méprisables. On forme après les besoins. Formons les gens avant les besoins, de telle sorte que les chefs d'entreprise, quand ils ont besoin, ils ont déjà des gens formés par rapport à leurs besoins et qui n'aillent pas chercher, par voie de conséquence, des gens extérieurs pour occuper les emplois. Ça, la région peut le faire. Alors, formons pour la biodiversité. Sinon, vous aurez cette fameuse photo qui circule sur les réseaux, sur l'agence de biodiversité de la Martinique. Voilà ce qu'on va avoir. Alors, aujourd'hui, vous dites, bon, la Guadeloupe part à volo, la Guadeloupe est dans une difficulté. Vous avez suivi, et je sais que vous suivez de près l'actualité, où il y a eu mise à mal des élus concernant les violences qui ont été perpétrées, où les élus ont été mis à mal parce que, selon les dires, selon certaines enquêtes, ils seraient eux aussi un petit peu dans, je vais dire, dans la complaisance. Ils ont essayé de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de clash. Et puis, ils se sont mis, selon certains propos, dans une situation difficile et délicate. Il y a même eu un article sur le plan national qui est sorti là-dessus. Donc, que pensez-vous de cela? Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait que les élus soient dans la rue. Les élus ont peut-être voulu corriger les choses avec ceux qui étaient dans les rues. Donc, ça leur a valu ce que ça leur vaut aujourd'hui. Est-ce que c'est la bonne méthode? Est-ce que c'est vraiment l'orientation qu'il faut prendre pour trouver une solution dans cette situation, on va dire, difficile, voire très difficile? Moi, je considère qu'il y a deux choses à voir. La première, il n'y a pas eu de violence ici. Il y a eu des contre-violences. La première des violences, c'est la violence de l'État. En forçant, en obligeant les gens à se vacciner. C'est une violence d'État. Ce n'est pas une violence d'État que votre confrère a été molesté l'autre jour, que son matériel a été cassé, d'une autre chaîne, je crois, que la vôtre. Ce n'est pas une violence, ça, alors qu'il ne fait que son métier de journaliste. Ce n'est pas une violence de dire à quelqu'un, tu ne travailles plus, là, c'est terminé, homme ou femme. Ce n'est pas une violence d'enlever, sans aucune faute professionnelle, j'insiste là-dessus, la nourriture des gens de leur bouche. Ce n'est pas une violence que de leur retirer l'argent qui rentre dans la famille pour donner à manger aux enfants, à nos enfants qui sont à l'école. Ce n'est pas une violence d'enlever l'argent dans un ménage qui a des enfants qui font des études.
Et ces études-là, ces étudiants-là, on en a besoin. C'est notre demain à nous, pour qu'ils puissent travailler. Et par voie de conséquence, cotiser pour ceux qui passeront à la retraite. C'est pas une violence, ça. C'est pas une violence que l'ensemble de ce qui paraît être la représentation politique de la Guadeloupe, députés, sénateurs, président d'assemblée, président d'association des maires. Vous savez, cette fameuse agence de voyage que l'association des maires. Vous appelez ça une agence de voyage? C'est une agence de voyage, c'est rien d'autre. Il y a beaucoup mieux à faire avec l'association des maires que ce qui se fait aujourd'hui. Alors, c'est pas une violence de les recevoir et de les voir sortir la queue entre les jambes. Moi, j'avais honte pour la Guadeloupe ce jour-là. Et vous restez à écouter un Premier ministre vous dire ce qu'il a envie de vous dire. C'est pas une violence que je paye une réception internationale, un congrès international sur les sargasses. Je le paye. Je reçois dans des bâtiments guadeloupéens. C'est pas une violence qu'on m'empêche de rentrer. Parce que sous prétexte que le service du Premier ministre qui est là, c'est pas une violence, ça. C'est pas un mépris de la population guadeloupéenne. Voilà. C'est ça, la réalité de notre pays. Nous sommes méprisés. Et moi, j'ai mal à la dignité de notre peuple. J'ai mal à ma dignité quand on voit des choses comme ça. Il est plus que temps de se révolter face à ce comportement totalitaire, méprisable de la France. Comment se révolter? La France n'est plus la France que j'ai connue. La France n'est plus la France des humanités. La France n'est plus le pays des droits de l'homme. Non, la France est une machine au service des puissants de ce monde. C'est tout. Vous avez Alors, dit, il est soit temps on de veut se y vivre, révolter. soit on veut y vivre, soit on ne veut pas y vivre. Et alors, on détermine ces modes d'action. Ouais. Mais comment se révolter? Comment se révolter? Mais pour que nos représentants, en faisant en sorte que nos représentants cessent de voter n'importe quoi à l'Assemblée nationale et au Sénat. Vous avez vu les votes de nos parlementaires sur ces questions-là? On a évoqué l'obligation vaccinale. Vous avez vu les votes? Ils ont voté pour. Les autres étaient absents. Il y en a un qui a voté contre parce que c'est un veilleur de l'âme, comme on dit chez nous. Hein? Vous avez vu le vote sur le marché européen? Le député pour qui j'ai travaillé pour qu'il soit élu député a voté ça. Il était chez moi le vendredi soir à 18h en me garantissant qu'il rentrait en Guadeloupe et qu'il ne voterait jamais ça, qu'il n'avait laissé sa clé à personne. Et il l'a voté. Voté contre la Guadeloupe, contre l'agriculture guadeloupéenne. Vous voulez que je sois heureux? Vous ne voulez pas que je dise ce que je pense? Que je suis atterré de tel type de position? Et que je vais regarder à deux fois? Alors, et ça donne, je comprends moi, je comprends que le peuple n'aille pas voter. Je le comprends quand il voit tout ça. Parce que notre peuple, dans son abstention, contrairement à ce qu'on dit, c'est pas que la politique ne l'intéresse pas. Je ne connais pas de peuple plus hyper politisé que le peuple guadeloupéen. Voilà. No. Et ils appellent quoi? Ils appellent simplement à vouloir co-construire notre pays. Et nous-mêmes, les représentants, à co-construire le pays aussi avec l'Europe, avec la France, dans un autre dispositif institutionnel. Nos parlementaires disent, nous ne pouvons pas faire mieux parce que nous sommes en minorité. Donc, les voix que nous avons ne portent pas, ne payent pas. Mais attendez, il y a certains textes qui ont été votés parce que les parlementaires étaient en mouvement, non? Donc ça existe, c'est possible. Comment se fait-il qu'il y a eu une habilitation législative sur l'énergie, je crois, après les réformes constitutionnelles de 2003? Pour l'énergie, il y a eu une loi d'habilitation. Il ne pourrait pas avoir une loi d'habilitation demandée par les députés et les sénateurs sur l'obligation vaccinale? Il ne pourrait pas avoir des interventions fracassantes de nos élus au Parlement sur le manque de moyens dont dispose le centre hospitalier universitaire? J'ai retrouvé une intervention que j'ai faite au Conseil général en octobre 1999, donc il y a plus de 20 ans, 23 ans à peu près, où je dénonçais déjà pour l'hôpital ce qui est arrivé en 2017-2018. Tout est lisible en Guadeloupe.
ce qui se passe actuellement dans la rue était prévisible depuis le mois de mai dernier. Ce qui se passe en Guadeloupe était prévisible. Il suffit simplement de se mettre à la prospective. Et les enfants de notre pays, qu'ils soient élus ou pas, doivent réfléchir sur, effectivement, la prospective du pays. Que chacun amène l'édifice, sa pierre à l'édifice, que chacun y contribue. Je fais encore un deuxième appel aux chefs d'entreprise qui nous disent, mais il faut que la région lance ça quand même, qui nous disent comment ils voient leur entreprise dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Est-ce qu'ils vont rester sur le même segment d'intervention? Est-ce qu'ils vont aller sur d'autres segments complémentaires? Est-ce qu'ils ont des créations de postes? Dans quel domaine? Et on fait un plan de formation avec un tableur, c'est très facile à faire. Vous savez, les défis d'aujourd'hui de toutes les sociétés planétaires, de toutes les sociétés nationales, c'est le défi démographique. Premier défi démocratique. Ça veut dire qu'il va y avoir plus de monde. Donc ça implique la question du logement et du logement social. Comment il faut faire les logements? Les terrains de 5000 mètres carrés avec des villas, entre parenthèses, de luxe, c'est terminé ça. On n'a pas le foncier pour le faire. La Guadeloupe, c'est 1780 km². On n'a pas de polder pour gagner sur la mer comme en Hollande. Donc il faut qu'on fasse avec ce territoire-là. Et il faut préserver toutes les superficies consacrées à la forêt, à la mangrove, etc. Donc il faut qu'on invente, ça c'est un défi lancé à l'architecte, il faut qu'on invente un autre mode d'habitat entre l'habitat social des tours de la Gabarre. Détruite, mais enfin, entre ça et la maison individuelle, il y a des choses à inventer. Donc c'est le défi démographique et le premier défi. Le défi environnemental également, hein, avec les replantations, replantation et repositionnement de la flore et de la faune, de tout ce qui disparaît de chez nous. Bientôt, il n'y aura plus d'abricots, il n'y a déjà presque plus d'écrevisses dans les rivières. Donc, il faut réfléchir à ce qui va se passer, à ce qu'on peut faire. C'est ça le deuxième défi. Le troisième défi, c'est le défi démocratique. Et bien sûr, le vote ne suffit plus pour que les citoyens puissent participer. Il faut inventer d'autres moyens d'intervention de l'électeur, de l'administré, du citoyen dans le débat public. Et qu'il soit collé à ce débat public, qu'il sache enfin ce qu'on décide pour lui et qu'il y participe en amont. Et puis le dernier défi, c'est le défi alimentaire. Nous considérons aujourd'hui que notre jardin, c'est les grosses sociétés de Destrélan ou de Providence. Mais non. Donc le défi alimentaire, ça veut dire qu'il faut revisiter l'agriculture. Aujourd'hui, nous avons des chiffres catastrophiques aujourd'hui. Celui de la balance commerciale. On importe 95%, il s'en reste un peu plus, et on n'exporte que 5%. Donc nous sommes débiteurs. Voilà une réalité. Ça fait bien des années que nous sommes débiteurs. Mais oui, alors. Sous la guerre, on était à 50-50. Il faut peut-être revenir aux fondamentaux. Encore une fois, ça donnera un air de vieillesse hein, en disant ça. Pour revenir aux fondamentaux, il faut revenir en l'an 40. Hein, on était à 50-50. Mais en fait, le passé devient d'une redoutable modernité aujourd'hui. Puisons dans le passé, nous avons les solutions pour demain. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Hein, et les sociétés ne se créent pas ex nihilo, c'est pas vrai. Les sociétés se réinventent. C'est un cursus qui est long. Je ne suis pas un expert en sociologie ou en psychosociologie, mais les sociétés, elles reviennent petit à petit avec des modulations, bien entendu. Et donc, il faut s'y préparer. Les chiffres sont épouvantables. Regardez, l'IEDEM a sorti le rapport 2020 sur les principaux chiffres de la Guadeloupe. Ils sont importants. On a des gens à l'IEDEM, il y a des agents qui travaillent. Et pourquoi on ne fait pas appel à eux pour une économie prospective? Alors on dit, allez, on calcule. Dans 10 ans, on va être quoi? Dans 20 ans, on va être quoi? Ils sont là, ils sortent leur rapport, personne ne s'inquiète du travail qu'ils font. Voilà des gens qui sont habilités à pouvoir aider à la décision politique, aux décisions démographiques, aux décisions d'aménagement du territoire, aux décisions de choix de secteur économique à développer. C'est ça. Bon, pour le reste,
Ils n'ont pas à parler de choix culturels. C'est au peuple de parler de Mais la alors, culture. vous avez avancé des idées, vous avez parlé des grands défis. Qui, aujourd'hui, parce que je crois que c'est ce qui pose problème, puisque les idées ne manquent pas, les propositions non plus, mais qui peut mettre tout ça en action? Qui peut donner le là pour que la Guadeloupe puisse s'en sortir? Mais nous avons des assemblées, tout de même. Ou alors vous êtes en train de me dire, là, que les assemblées ne servent à rien. Je ne l'ai pas dit. Mais enfin, ça revient au même. Hein? Bon, donc, les assemblées, il faut qu'elles travaillent. Vous savez, la région, c'est la plus grande bibliothèque de projets qui existe en Guadeloupe. Tout a été étudié. Tout a été étudié. Toutes les études ont été faites depuis des décennies. Certaines, il suffit simplement de revenir à la modernité du chiffre. Les chiffres de 1980, il faut les mettre au bout du jour à 2021, 2022. Bon, c'est tout. Mais toutes les études sont faites. Pour avoir un haras en Guadeloupe, c'est fait. Pour planter de la vigne, c'est fait. Pour les chaînes régionales télévisées, c'est fait. Mais il y a plein de choses, c'est fait. On n'a rien à inventer. Il faut aller dans le faire. J'ai dit dans le faire. Le président de région dit, nous sommes dans le faire. La majorité régionale. J'ai dit qu'il faut aller dans le faire, mais ça n'obère pas de l'impérieuse nécessité et de l'ardente obligation d'avoir une pensée. J'ai le sentiment que tout le monde veut faire. Le mot à la mode maintenant, il suffit qu'un mot sorte de l'autre côté de l'océan, il arrive ici, on l'utilise à tort et à travers. Il faut être factuel. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, l'obligation de faire. Mais faire sans penser ne sert à rien. Marx distinguait bien la praxis de la théorie. Il faut qu'on ait une théorie. Il faut qu'on ait une prospective. Une loi générale sur ce que nous devons faire. Il faut quelque chose de général sur demain. Et après, on va sectorialiser les différents domaines, l'agriculture, l'artisanat, les jeunes, les moins jeunes, les personnes handicapées. On fera les sous-secteurs. Mais il ne faut pas traiter les sous-secteurs. Le traitement par secteur conduit à l'exclusif du secteur par rapport au général. C'est ça. Traiter la question des jeunes, traiter la question de l'emploi des jeunes en parlant uniquement aux jeunes, c'est faire en sorte de ne pas trouver les moyens pour trouver l'emploi pour les jeunes. C'est exactement ça. Il faut traiter de la question de la production et de l'emploi, plus généralement, et dedans, on traite de la question de la jeunesse. Moi, j'ai rencontré des jeunes hier soir au Lamentin. Il y en a un qui m'a dit, on ne fait pas travail en mairie, on a déposé 3 CV. Mais il veut créer quelque chose avec d'autres. Coopératives, voilà, coopérative égale économie sociale. Les structures d'économie sociale, associations gestionnaires, mutuelles, coopératives, voire GUE, GFA, tout ça c'est de l'économie sociale. Et tout ça c'est exactement le niveau de structure économique, de production économique dont nous avons besoin, compte tenu de notre niveau de développement général en Guadeloupe. Parce que nous sommes... On n'aime pas entendre ça. Nous sommes une société de sous-développement. Le sous-développement, il se manifeste comment? Il se manifeste par une suradministration, une dépendance alimentaire et une diminution de la production. Alors voilà, l'économie sociale, c'est la réponse, effectivement, à ça. Alors, on joue dans notre pays avec l'économie sociale. On ne fait pas d'économie sociale. Alors aujourd'hui, ce qui est mis sur la table, c'est la question de l'autonomie. Et vraiment, beaucoup réfléchissent là-dessus et pensent que ça peut être la solution aux difficultés rencontrées aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je n'ai pas à être d'accord ou pas d'accord avec ça. Moi, je sais ce que je veux. Je sais ce que je veux. Le Parti socialiste guadeloupéen, dans une convention de mai 2001, a décidé qu'il fallait proposer à la Guadeloupe qu'on devienne un État associé à l'Europe et à la France. Voilà, j'en suis là, moi, un État associé. Ce n'est pas une nouveauté. Porto Rico est associé aux États-Unis, Hawaï est un État associé. Il n'y a rien de surmontable pour le faire. Bon, mais entre-temps, pour arriver à l'État associé, il faut bien sûr des étapes. Première étape, c'est l'étape de conviction. Emporter la conviction des Guadeloupéens et des Guadeloupéennes. Donc il faut débattre. Il faut débattre.
faut revenir à l'idée encore, avant de le faire. Il faut revenir au débat. Il n'y a plus de débat. Nous sommes d'un misérabilisme ambiant extraordinaire, abyssal. Et donc, il faut qu'on puisse débattre entre nous. Mais pour débattre, il faut qu'on puisse parler. On ne se parle pas. On refuse de recevoir les forces vives. On refuse de recevoir les syndicats. On refuse. Mais parlons. Je n'ai pas dit négocions. J'ai dit dialoguons. Voilà, c'est comme ça qu'on s'en sortira. Mais quand on se cloître dans son mutisme ou dans son mépris prétendument supérieur, rien ne se crée d'intéressant. Alors, on peut passer par l'autonomie, oui, pourquoi pas. Mais quelle forme d'autonomie? On ne va pas inventer les choses. Ça existe dans la Constitution française, ça existe. Les PTOM, c'est en pleine Constitution. Pourquoi? On n'est pas en dehors de la France. On ne va pas changer nos cartes d'immatriculation. On aura toujours le RSA, hein, ce que certains ont fait croire au référendum de 2003. Voilà. C'est pour ça qu'il court au service de Macron, d'ailleurs, hein, après 2003, 2022. Bon, alors, là-dessus, il y a des pistes. Saint-Barthélemy souhaite être un PTOM, pays et territoire d'outre-mer. Et les PTOM, tout comme les pays ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, ils ont accès aux fonds européens. Ce n'est pas les fonds structurels qu'on connaît, mais c'est le FED, c'est le Fonds européen de développement. Voilà, donc on est en plein là-dedans. On ne va pas perdre nos droits, nos retraites, etc. C'est fallacieux de dire ça et de faire peur aux gens. Mais on aura une mainmise sur nos décisions. On peut passer dans un premier temps par l'article 74, pourquoi pas? Mais au moins l'article 74, il faut savoir qu'il nous donne la possibilité de contrôler le foncier du pays. Il nous donne la possibilité de contrôler l'accès à l'emploi. Donc de préserver le foncier guadeloupéen, de protéger les Guadeloupéens pour avoir accès à l'emploi, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Qui vend les terres sinon que des Guadeloupéens? Voilà. Il faut s'interroger aussi sur le peuple guadeloupéen, sur les évolutions qu'il a connues, sur la manière dont il a changé profondément et ce n'est pas toujours bénéfique. C'est pour ça que je dis aux représentants de la population, faites en sorte que, par votre conviction, vous emmenez les gens à se rendre aux urnes. Rester loin des urnes, c'est garantir la victoire de ceux qui y sont déjà. Et donc, pas de changement. Si on veut le statu quo, on ne va pas voter. Ils sont très bien là où ils sont pour ça. Mais si on veut changer, il faut aller voter. Alors justement, prochainement, des élections seront refaites au Lamentin. Première question là-dessus, est-ce que vous serez candidat pour ces prochaines élections? Je vous répondrai très rapidement, mais en finissant sur des chiffres importants pour la Guadeloupe. La production de bananes a diminué à moins 14,4%. Par contre, la production locale de viande, plus 2,4%. C'est intéressant, parce que nous sommes dépendants vis-à-vis de la production de viande de l'extérieur, avec de la viande qui sort d'Argentine, qui monte à Nantes et qui revient ici. Bon. Grosso modo, à l'époque, on consommait 36 000 poulets par semaine. Nous n'en produisions que 6 000. Allons-y à la production de poulets. Il y a des pistes intéressantes. La production de lapins, c'était une unité. C'était une unité d'abattage de lapins qui était fait à Gédon, au Lamentin. Et puis, M. Lurel en a fait une unité d'équarrissage par un subterfuge que jusqu'à présent, je ne me l'explique pas. Et le chef des unités de l'époque a signé le permis de construire de cette unité d'équarrissage. Donc pour la viande, ça augmente. Les cannes broyées, plus 28%, la production de rhum, plus 24%. Okay, il y a des chiffres alimentaires où il y a des signes d'espoir. Il faut y aller. Et on pourra faire des choses intéressantes. D'accord. Alors, rapidement, sur ces prochaines élections municipales au Lamentin, est-ce que vous serez Est-ce que je serai candidat? Oui. Je conduirai une liste avec mes camarades, oui, parce que le Lamentin ne va pas très bien. Le Lamentin va mal. Pendant que, sous vos antennes d'ailleurs, hein, on vante la santé financière du Lamentin, moi j'ai ici un extrait du rapport de la Chambre régionale des comptes
du 20 décembre 2021, donc c'est tout neuf, ça vient de naître d'un mois à peu près, à la page 11, la Chambre régionale des comptes stipule que le résultat global pour le budget 2021 sera de moins 3 577 278 euros. C'est les prévisions dans la décision du 20 décembre. Mais entre-temps, il y a des factures qui ne sont pas encore arrivées le 20 décembre, qui vont arriver là. Parce qu'on doit finir de payer, sauf journée complémentaire, on doit payer tout le fonctionnement de l'année 2021. Donc le déficit, très vraisemblablement, va tourner pas loin de 4 millions d'euros. Est-ce qu'on peut dire que si vous aviez été élu, vous auriez pu faire mieux? Largement, j'ai laissé 10 millions d'excédents. On a fait croire que c'est des dettes que j'avais laissées. C'est faux. Hein? On a fait croire que je n'avais pas payé les charges de sécurité sociale. Mais ce qu'ils ont oublié, ils ne connaissent pas le dossier de la Mantinois. C'était des charges depuis le temps de Dagonia qui n'avaient jamais été payées, que j'avais renégocié avec la sécurité sociale et qui fait continuer à les apurer au fur et à mesure. Il y a beaucoup de choses comme ça. Bon, en tout cas, rien n'a été construit au Lamentin. Qu'est-ce qu'il y a de neuf au Lamentin? Vous y veniez souvent d'ailleurs au Lamentin. On vous y voit de plus en plus rarement parce qu'il n'y a rien d'attractif. C'est aussi simple que ça. Est-ce que José Toribio, lors des dernières élections, la population n'avait pas déjà fait son choix? Est-ce qu'elle n'a pas dit « nous voulons reconduire Jocelyn Sapoti » ? La population a fait son choix avec le risque de Covid et d'avoir un taux d'abstention dépassant 50%. Elle a fait un choix, la population, là-dedans? Pas du tout. Elle a fait un choix avec plus de 500 personnes radiées parce qu'elles votent Toribio. Elle a fait un choix, la population, là-dessus? Non, pas du tout. Elle a fait un choix avec 3 conseillers municipaux actuellement, enfin plus maintenant, 3 conseillers municipaux qui n'habitent pas au Lamentin, qui ne payent pas d'impôts au Lamentin, qui sont inscrits sur la liste électorale, comme 250 personnes que j'ai dénombrées. Il y en a certainement plus. Elle a fait un choix, la population, là-dedans, avec les trafics. Vous savez, il y avait trafic au Lamentin. Si les élections sont annulées par le tribunal administratif le 17 décembre 2020 et sont annulées dans sa séance du 20 décembre 2021 par le Conseil d'État, c'est qu'il y a eu tricherie. C'est tout simple. Nous vivons le règne de la tricherie et du mensonge avec l'ex-chef d'édilité, où la fraude est la règle et l'utilisation de finances publiques à des profits, à des comptes personnels est la règle. Parce que le fameux dossier, le bilan des 60 derniers mois, ça a été fait sur fonds publics et fonds privés. Des sociétés ont financé ça. C'est illégal. À moins d'un an des élections, la commune a payé les frais de douane. C'est illégal, puisque ce document est sorti là, après le 1er septembre. Voilà. Il y a détournement de fonds à peu près là-dessus. Voilà ce que dit le tribunal administratif et le Conseil d'État. Donc, avec un compte de campagne pour le sortant qui est annulé. Donc, vous pensez que cette population lamantinoise est prête à vous mettre aux affaires? Allez interroger la population, vous verrez. Les gens commencent à en avoir assez du fait que rien ne se fait. Vous savez, il y a 5 gros dossiers au Lamentin qu'il faut traiter, comme les doigts d'une main. Il y en a un, c'est les bâtiments. Il faut travailler sur le bâtiment des écoles. Il y a un manque flagrant. Il faut travailler sur la médiathèque, de l'eau coule et donc ça tue les livres, forcément. Il y a un adjoint j'ai donné 1000 livres que j'ai donnés à la médiathèque. Il y a un adjoint qui a pris malin plaisir à les voir brûler. On ne brûle pas un livre, madame. Ça ne se fait pas. Une espèce d'autodafé hitlérien. Hein? Voilà. D'ailleurs, il cite tout le temps Hitler, hein, l'ancien chef d'édilité. Moi, c'est pas ma lecture. Ma lecture, moi, c'est l'igname brisé. Voilà. C'est Rousseau, sur les auteurs guadeloupéens. Et vous savez, vous avez des communautés. La communauté scolaire, elle demande que les bâtiments soient corrects. La communauté catholique demande que les bâtiments soient corrects. L'église du Lamentin est en train de couler. Demandez ça aux fidèles. Voilà.
Donc, faut Et s'adresser. tout cela depuis Jocelyn Sapoti. Oui, Alors, tout à fait. Donc, pourquoi, et expliquez-nous, José Toribio, pourquoi est-ce que la population n'a pas souhaité à l'époque vous reconduire aux affaires? Qu'est-ce qui s'était passé? Je vous signale que j'étais absent pendant pratiquement 2 ans, donc j'étais pas sur le terrain, j'ai pas pu expliquer un certain nombre de choses. Les réunions de conseil municipal se faisaient, je n'étais pas là, faut pas l'oublier. Mais maintenant, je suis là. Et je vous donne rendez-vous le 13 et le 20 mars prochain. Et vous allez commenter les résultats. Vous verrez qu'ils seront différents. Alors, je disais bâtiment comme Alors, premier dossier. Malheureusement, nous sommes quasiment arrivés au terme. Deuxième dossier, les finances. Ben, j'en ai parlé. Troisième dossier, les routes, l'éclairage. Il n'y a pas d'éclairage au Lamentin, les stations d'épuration. Il faut enlever le prétexte que c'est de la compétence de la communauté d'Aglo, hein, parce qu'on reste maire chez soi. C'est les relations humaines qui manquent au Lamentin. Relations humaines avec le personnel, relations humaines avec le peuple. C'est ça, dans la gestion du personnel, dans le développement des associations. 2 000 €, 2 500 €. Donc, en fait, tout est à faire. Tout est à refaire. Je me retrouve dans une situation qui est pire que lorsque nous avons, en 1989, battu Georges Dagonia. Le plus mauvais chef d'édilité, c'est celui qui est sortant, que nous n'avons jamais, que nous avons connu, c'est lui. Voilà exactement. Il faut s'occuper Mais il du dira la troisième même âge. chose de vous. Comment? Donc, finalement, on ne s'en sort pas. Pardon? Le chef d'édilité dira la même chose de vous. Donc, Mais non, est-ce que non, c'est parce pas, que demandez à la population se plaint qu'il n'y ait plus d'animation ni commerciale, ni festive, ni sportive, ni culturelle au Lamentin. Il y avait toujours une manifestation. Les gens venaient habiter au Lamentin parce qu'ils étaient intéressés, parce que ça bougeait. Eh bien, moi, je propose que ça puisse recommencer à bouger, que les bâtiments soient neufs, que les finances se portent bien, qu'il y ait des relations, des vraies relations humaines avec le personnel et avec les associations sportives et culturelles, qu'on augmente un peu leur dotation, que l'Église, on puisse avoir un égard quand même vis-à-vis de la communauté catholique. Je propose tout ça. Je propose que la médiathèque, on puisse arranger tout ça. Je propose que le Lamentin soit une cité où il fait bon vivre. Et tout cela ne pourra se réaliser qu'avec José Toribio. Écoutez, si je dis ça, vous allez me taxer d'égocentricité exagérée. Mais avec ses amis. J'interroge beaucoup de gens. J'ai reçu quelqu'un ce soir qui me parle de la jeunesse, mais avec passion. Moi, je pense que cette personne-là, il faut la mettre dans le dispositif de traitement des dossiers de la jeunesse et plus largement de traitement des dossiers du Lamentin. Je rencontre des gens qui ont des capacités de dire, qui ont une capacité de faire. Je ne suis pas pessimiste sur l'avenir de mon pays parce que dans notre population, dans notre peuple, il y a des gens, effectivement, qui ont des idées, qui ont la volonté de faire. Rapidement, et dernière question, comment vous positionnerez-vous sur ces élections, ces prochaines élections législatives? Sur les élections législatives, je dis qu'il faut porter un œil attentif à ça, que quelqu'un qui a voté contre la Guadeloupe à l'Assemblée nationale ne peut pas être réélu. Donc vous avez l'ambition de le remplacer? Il faut qu'il soit remplacé. Par vous? Attendez, il faut que je sois désigné par mon parti pour ça, d'une part. Et puis il faut que le peuple vote, si c'est le cas, vote pour moi. Ok, donc on n'y est pas. Vous avez envie d'y aller quand même? Ce que je sais, c'est qu'une telle représentation des intérêts guadeloupéens à l'Assemblée nationale doit être abolie. C'est tout. Ça, c'est la certitude. Mais il faut trouver quelqu'un d'autre. Est-ce que vous trouvera pourriez être quelqu'un cette d'autre. personne? On fera l'impossible, on trouvera quelqu'un d'autre. Hein? Je crois que c'est Che Guevara qui disait, il est mort en 67, il a été assassiné en 67. Che Guevara disait, soyez réaliste, demandez l'impossible. On va être réaliste, on va demander l'impossible. Merci José Toribio d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain avec un autre invité politique. Excellente soirée à tous.